Bonsoir à tous. Je suis ravi au nom d'Asthme Allergie de vous retrouver sur ce webinaire en direct. On repart pour une saison assez riche avec des webinaires mensuels dont le programme est disponible sur le site. Et il y aura des annonces. On tient à peu près le rythme toutes les 4 semaines jusqu'à la fin de l'année. Le programme de 2024 n'est pas encore établi, mais celui de 2023 est fait. On a la chance ce soir d'avoir Dorian avec nous, qui est notre vice-président patient de l'association. Dorian, tu peux nous dire un petit mot peut-être sur ton activité au sein d'Asthme Allergie? Oui, bonjour à tous. Merci Gilles. Effectivement, je suis vice-président patient du collège patient de l'association Asthme Allergie, moi-même asthmatique sévère. Et donc, effectivement, au sein de l'association, l'objectif principal, c'est de faire porter cette voix des patients auprès des instances, auprès de la communauté scientifique. Et cette voix qui me semble si importante pour nous patients aujourd'hui pour faire connaître nos besoins, notre ressenti face à la maladie, et notamment à l'asthme en ce qui nous concerne ici. Merci Dorian, je crois que c'est vraiment fondamental qu'effectivement on ait cet échange avec les patients, parce que nous, médecins, on a une crédibilité médicale, c'est vrai, mais euh, effectivement, au niveau des instances, que ce soit les ARS ou l'HAS, l'importance des patients est absolument fondamentale. Christine, faut-il encore te présenter? Par contre, si, vas-y, présente-toi quand même. Et puis, si tu peux, dans la foulée, présenter aussi la soirée de ce soir, ce serait super. Ah, formidable. Eh bien oui, bonjour à tous. Donc, je suis Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergie. Et ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir à la fois le professeur Gilles Garcia, donc président de l'association Asthme et Allergie, pneumologue, et Dorian qui vient de se présenter. Et nous allons parler d'une question qui revient régulièrement au numéro vert, notamment, ou dans les mails que nous recevons. Nous allons parler de deux maladies respiratoires, l'asthme et la BPCO, qui sont parfois confondues. Parfois pas, parfois qui coexistent au sein d'une même personne. Donc voilà, c'est le professeur Garcia, bien entendu, qui va faire cette présentation. Et je vais... non, je pense, Gilles, que tu dois pouvoir présenter tes diapositives. Et bien entendu, vous êtes tout à fait bienvenus pour poser vos questions et le professeur Garcia vous répondra en direct. Alors, évidemment, je ne les ai pas ouvertes sur mon appareil. Et voilà. Je vais les récupérer parce que comme je travaille avec plusieurs ordinateurs, tout ça. C'est ça, les gens importants. Ah là là. Il me semblait te l'avoir envoyé. Non. Et Dorian, tu peux bien entendu intervenir, et toi aussi, puisque tu animes des séances d'éducation thérapeutique. Il y a des questions qui t'ont été remontées. Et donc, tu n'hésites pas à les poser, bien entendu. Sans problème. Ah, désolé pour ce petit contretemps. Je pensais que tu allais les passer, en fait, Christine, c'est pour ça. Je me reposais totalement sur toi, comme d'habitude. Je les ai pas reçus. Tu m'as envoyé ça quand? Cet après-midi. Ah. C'est en train de s'ouvrir chez moi. Alors, Zou, je vais pouvoir partager. Où est-ce que c'est le truc? Alors, Christian, on est sur ton écran, là, sur le webinaire. Hein. Là, on est sur mon écran. Ouais. Alors, par contre, je ne peux pas partager, moi. Voilà. Ça, j'ai arrêté le partage. L'animateur a désactivé le partage d'écran des participants. Tac. Christine, je ne peux pas partager. Ah, pourtant. Ça va partir. Tac. Partager. Voilà. Tac. Et tac. C'est bon? Ouais. Vous voyez bien? Ouais. Donc, asthme ou BPCO, c'est effectivement une question qui est récurrente à la fois chez les patients et à la fois chez les pneumologues. C'est deux maladies qui sont
parfois semblables, mais parfois très différentes. Alors, on a l'habitude, quand on fait des présentations, de parler de ces liens d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, essentiellement autour du domaine de l'asthme, que j'ai choisi de vous montrer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté autour de ça sur cette présentation. Et encore ici, encore là, je suis sur un terrain associatif et donc totalement indépendant de conflits d'intérêts sur cette présentation. Alors, si on reprend en fait ce qu'on a dans la littérature, parce que c'est la base, la définition de l'asthme, la première chose, c'est que c'est une maladie hétérogène. C'est vraiment très important de comprendre que chaque patient asthmatique a sa propre histoire d'asthme et vous ne pouvez pas mettre les asthmatiques dans des boîtes. Souvent, les patients me disent, mais écoutez, pour moi, l'asthme, c'est ça et donc je ne suis pas asthmatique. Et en fait, l'asthme, c'est juste l'asthme du patient. Et donc, l'asthme, ça induit des symptômes et tous les asthmatiques ne vont pas avoir les mêmes symptômes, ni il y en a qui ne vont pas tousser, il y en a qui ne vont pas siffler, il y en a qui… Voilà. Et donc, on a du sifflement, de l'essoufflement, de l'oppression, de la toux, de l'encombrement bronchique. C'est une maladie variable en termes de fréquence, d'intensité. Et tout ça va être lié à une réduction du calibre des bronches. En fait, les bronches, c'est comme un tuyau et ce tuyau va se resserrer du fait de l'inflammation et d'autres choses. Si on prend la physiopathologie, ce qui se passe dans les bronches, je ne vais pas détailler cette diapositive qui est très complexe, mais globalement, la bronche, en fait, elle est en contact avec l'extérieur. On a un épithélium, on a une tunique et on a en fait une membrane basale. Et tous ces éléments vont être inflammatoires et vont être extrêmement réactifs. Il n'y a que des bronches normales, quand il y a un allergène, quand il y a un virus, ça fait ploup, quoi. Et par contre, des bronches d'asthmatique, quand il y a un allergène ou quand on a un virus, on se retrouve avec une réponse explosive, qui n'est pas une réponse d'infection, il n'y a pas de bactéries, mais c'est une réponse inflammatoire. Et c'est toute cette cascade qui va démarrer et qui va entraîner la poussée inflammatoire, ce qu'on appelle classiquement des bronchites, qui n'ont rien de bronchite, hein, c'est des poussées d'asthme. Donc ça, c'est l'asthme. Donc c'est une maladie inflammatoire des bronches. OK. La BPCO, ce n'est pas compliqué, c'est une maladie inflammatoire des bronches. Alors, résumé comme ça, on se dit, OK, donc c'est deux maladies identiques. Donc la même chose, qu'est-ce qu'on a dans la littérature? Qu'est-ce qu'on a comme définition? Et la BPCO, c'est une maladie respiratoire chronique des bronches, définie par une obstruction permanente et progressive des voies aériennes. Donc on a toujours la fermeture des bronches, mais là on a une cause, c'est l'exposition au tabagisme chronique. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui n'a pas du tout d'asthme, qui a des bronches normales, s'il fume pendant 50 ans, il peut se retrouver avec une inflammation des bronches et des symptômes respiratoires. Cette obstruction est causée effectivement par un certain nombre d'éléments qui vont être agressifs et qui vont finir par modifier les bronches. L'asthme, c'est comme ça, on est asthmatique, on ne sait pas pourquoi, et donc la modification des bronches, elle vient d'un certain nombre d'éléments qui font qu'on a de l'asthme. La BPCO, c'est un élément extérieur, et c'est l'agression régulière des bronches qui va finalement créer cette maladie. Alors, on voit qu'on a des mots qui sont associés à BPCO comme comorbidité. Alors, comorbidité, ça aussi, ça existe dans le domaine de l'asthme. Ce sont les maladies associées. C'est-à-dire que quand vous êtes fumeur pendant 50 ans, vous pouvez avoir une maladie respiratoire, mais vous pouvez aussi avoir des maladies vasculaires cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des choses comme ça. Et c'est ça la comorbidité, c'est-à-dire que le tabagisme va donner des maladies vasculaires cardiaques, mais peut aussi donner des maladies bronchiques. Alors, associé à BPCO, on peut aussi trouver le terme de bronchite chronique. Bronchite chronique, c'est en fait une inflammation chronique des bronches qui fait qu'on tousse et qu'on crache régulièrement, sans forcément d'anomalie du calibre des bronches. Vous voyez, c'est un peu, ça se complique facilement. Et emphysème, qui est un mot qui également revient assez souvent, c'est globalement une destruction du poumon en lien avec l'agression chronique. Et donc, ce sont des mots qui vont tourner autour de BPCO. J'ai une BPCO avec de l'emphysème, on entend souvent ça. Et c'est l'agression chronique qui a entraîné une inflammation des bronches et de la destruction du poumon. Alors, pareil, il y a de l'inflammation. Ce n'est pas la même inflammation. Et c'est en ça que ce sont deux maladies différentes. Alors, évidemment, deux maladies différentes qui parfois se chevauchent, mais globalement,
la BPCO, c'est une agression chronique qui va entraîner de l'inflammation et des conséquences. L'asthme, ce n'est pas une agression chronique, c'est une maladie inflammatoire chronique qui va entraîner des symptômes et des conséquences, mais de physiopathologie, finalement, de mécanismes différents. Au final, ça bouche les bronches. Donc, c'est un tuyau. Vous avez un tuyau qui est épais, on souffle dans un tuyau, c'est facile. On souffle dans un tuyau serré, c'est pas facile. Donc, la conséquence pour le patient, finalement, on peut se retrouver avec des présentations cliniques qui sont un peu superposables, même si ce qui se passe à l'intérieur des bronches est très différent. Alors, on a des recommandations sur l'asthme qui datent à peu près de 2021. Vous verrez, celles sur la BPCO sont des recommandations françaises. Celles sur la BPCO datent aussi de 2021. Un peu l'image d'Épinal qu'on a de l'asthme, c'est qu'on a des bronches dont le calibre est réversible. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites une crise d'asthme, hop, les bronches se ferment, et quand vous prenez le traitement d'urgence, dont le nom est très célèbre et commence par V et finit par IN, cloc, ça se réouvre. Et cette variabilité est un peu quelque chose qui signe l'asthme. Alors que dans la BPCO, clac, c'est coincé et ce n'est plus variable. Vous pouvez tout prendre des tonnes et des tonnes du médicament qui commence par V, ça ne bronche pas, si j'ose dire. Et donc cette variabilité du calibre, on va la mesurer sur le test de souffle que vous faites chez le pneumologue. Mais évidemment, il y a des asthmes dont les bronches ne sont pas variables et des BPCO dont les bronches sont variables, parce qu'effectivement, on va toujours avoir des formes de recouvrement. On a des gens qui sont caricaturaux de chaque côté, et puis d'autres où ça se recouvre. Le diagnostic d'asthme, il demande de l'interrogatoire, des tests de souffle. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais que ce soit l'asthme ou la BPCO, le test de souffle est un élément très important du diagnostic de cette maladie. L'autre élément de l'asthme, c'est sa variabilité. C'est une variabilité sur une année, par exemple. Si on prend sur une année, il va y avoir peut-être chez certains des hivers très difficiles et des étés beaucoup plus tranquilles. À l'inverse, chez d'autres, des étés très difficiles, des hivers tranquilles. Alors, vous voyez, vous avez une vraie variabilité au sein des patients asthmatiques et vous avez une variabilité au cours de l'année. On n'est pas asthmatique tout le temps de la même façon. Et puis, on n'est pas asthmatique non plus tout le temps de la même façon au cours de la vie. Parfois, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. L'enfance, l'adolescence, on est plus tranquille. Puis vers 30 ans, on peut se retrouver avec un asthme qui devient de nouveau plus embêtant. Donc, la variabilité comme ça des symptômes est plus importante dans l'asthme que dans la BPCO. Et vous voyez, je suis prudent. Je n'ai pas dit que la variabilité était présente que dans l'asthme, mais la variabilité, elle est plus présente et plus puissante dans l'asthme que dans la BPCO. L'autre élément, c'est la réponse au traitement. Chez les asthmatiques, la plupart des asthmatiques, Dorian est asthmatique sévère, donc la situation est un peu différente, mais la très grande majorité des asthmatiques vont très bien avec des toutes petites doses de corticoïdes inhalés. 80 à 90% des malades, quand ils prennent régulièrement leur traitement avec des petites doses de corticoïdes inhalés, ils n'ont plus d'asthme. Ou en tout cas, ils ont une qualité de vie qui est très proche de la normale, avec une quantité d'asthme qui n'existe quasiment plus, sauf bien sûr s'ils ont envie de faire un Ironman ou des choses comme ça, où forcément, si on pousse sur la machine, on va peut-être revoir un peu plus son asthme. Et donc ça, la réponse aux corticoïdes inhalés, c'est un élément absolument fondamental, parce que dans la BPCO, c'est très différent. Ce n'est pas du tout le même profil de réponse au traitement. C'est ce que je montre ici, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez sur des doses très faibles de traitement, entre 140 et 200 microgrammes, tous les traitements de l'asthme n'ont pas tout à fait les mêmes doses, mais sur des doses très faibles, vous avez 80 à 90% des gens qui vont très bien. Évidemment, vous allez avoir 15 à 20% des gens qui sont problématiques dans l'asthme, jusqu'à ceux qui sont asthmatiques sévères, mais la très grande majorité des asthmatiques vont très bien. Et ça, c'est un élément fondamental, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a des symptômes et qui fume, et si vous le mettez sous corticoïdes inhalés, ça lui change la vie et il va super bien, il y a peut-être une barre post-tabagique, mais il y a très probablement une part d'asthme. Autour de l'asthme, on a énormément de choses. On a le nez, l'allergie, donc les sinusites chroniques, on a le reflux gastro-œsophagien, on a l'environnement au travail, on a les syndromes d'hyperventilation, l'éducation thérapeutique, évidemment le tabac, puisque le tabac, ça entraîne des problèmes de bronches, le sommeil, des choses comme ça.
Et donc, on voit qu'autour de cette maladie, il y a un certain nombre de choses. Et quand on regarde la BPCO, on va être sur des choses qui sont parfois superposables et parfois très différentes. Alors, si on regarde un peu l'utilisation des traitements, on voit que c'est vite compliqué. On ne va pas non plus détailler, mais on voit que là, on n'a pas corticoïdes inhalés en premier mot dans la BPCO. C'est-à-dire que dans l'asthme, la pierre angulaire du traitement, c'est corticoïdes inhalés, alors que dans la BPCO, la pierre angulaire, ça commence par dilater les bronches, des médicaments qui essayent de réouvrir tant qu'on peut. Les corticoïdes inhalés peuvent être utilisés dans la BPCO, mais vous voyez que ce n'est pas du tout la première chose, la première étape. Ça va être utilisé chez un certain nombre de patients qui font ce qu'on appelle des bronchites, mais encore une fois, c'est un mauvais terme, bronchite, c'est un mot que les pneumologues ne doivent pas utiliser, que les médecins d'ailleurs ne doivent pas utiliser. Ce sont des poussées inflammatoires. Et chez certains patients BPCO qui font beaucoup de poussées inflammatoires, ça peut être intéressant d'utiliser des corticoïdes inhalés. Donc, on voit qu'on a quand même des éléments qui sont très différents. Alors, cette diapo est illisible, mais c'est pour dire que la diapo précédente, qui était également illisible, ce sont des choix qui ne sont pas faits parce que les médecins sont comme ça, se réunissent. Ce sont des choix qui sont faits parce qu'il y a des médecins qui se réunissent, qui réfléchissent et qui compilent tous les articles qui sont présents dans la littérature internationale et qui vont proposer une stratégie qui leur paraît être la plus adaptée pour prendre en charge les malades. Et donc, on a la même chose pour l'asthme et la BPCO, et on voit qu'on a vraiment des consensus et des réflexions autour de ce qui est mieux pour les malades. Donc, quand il y a marqué qu'il faut d'abord prendre des bronchodilatateurs, ce n'est pas juste parce qu'on s'est dit, tiens, il faudrait faire comme ça, c'est parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'articles scientifiques internationaux qui vont dans ce sens-là. Et la BPCO, c'est pareil. Il y a une prise en charge diagnostique et il y a des choses autour, mais pas les mêmes choses. Il y a évidemment le tabac, il y a évidemment le travail, il y a beaucoup plus le cardiologue, parce que le tabac, ça fait du mal au cœur et ça fait du mal aux poumons. Il y a le sommeil, comme avec l'asthme. Mais on voit que l'ORL, c'est quand même moins présent. La réhabilitation respiratoire est un élément qui est important dans l'asthme, mais très important dans la BPCO. Et on voit assez vite que on a des choses qui se superposent et des choses qui se différencient. L'autre chose qui se différencie, c'est l'âge de survenue des patients. Alors, l'asthme, dans l'imaginaire collectif, c'est un asthme de l'enfance, mais vous avez la moitié des asthmatiques qui voient leur asthme arriver après l'âge de 20 ans, voire après l'âge de 40 ans. Donc, l'âge de début, c'est sûr que ça influe, mais tous les asthmatiques n'ont pas un asthme de l'enfance. Par contre, tous les gens qui ont une BPCO post-tabagique ont 20 ou 30 ans de tabac minimum. Et donc, c'est sûr qu'on ne commence pas à fumer à 2 ans et demi. Donc, on commence à fumer entre 15 et 20 ans parfois, peut-être des fois entre 20 et 30 ans. Et donc, l'âge de la BPCO, c'est 40 à 60 ans. Parce qu'il faut quand même un temps d'exposition au tabac. Et donc, on a la question qui se pose, c'est comment les différencier. Comment les différencier? Un des éléments extrêmement puissants, c'est l'interrogatoire. Si vous avez quelqu'un de 50 ans qui se plaint et qui vous dit j'ai fumé 30 ans et j'ai jamais rien eu dans l'enfance et dans l'adolescence et depuis 2-3 ans, je commence à voir venir de la toux chronique, des crachats le matin, puis un petit peu de poussée inflammatoire l'hiver. Voilà. Si à l'inverse, vous avez quelqu'un qui vous répond « Ah là là, qu'est-ce que j'étais gêné quand je courais quand j'étais petit, j'étais gêné tout l'hiver, dès que j'avais un petit rhume, ça tombait sur les bronches. » Et si cette personne de 50 ans vous raconte une histoire de 50 ans de problème, vous voyez, donc cet interrogatoire, cette histoire, elle est très importante à reconstituer. Et puis, il y a des gens qui ont mis ça dans un algorithme. Alors, c'est un papier, il y en a plusieurs des papiers, mais par exemple, de dire l'âge de survenue des symptômes, c'est très important. Et donc, dans ce papier, ils disent, plus vous avez de points, plus vous vous rapprochez d'une BPCO, moins vous avez de points, plus vous vous rapprochez d'un asthme. L'âge de survenue des symptômes, c'est sûr que plus c'est tard, plus vous avez de points, parce que plus il y a le risque de BPCO. Plus vous fumez, plus vous avez de points. Si vous avez de l'allergie, ça rapproche plutôt de l'asthme. Et puis, c'est en fonction de la présentation de la toux, là aussi. Et donc, ils nous disent, c'est un score qui va jusqu'à 15 points. Et ce score, au-dessus de 7, vous avez un risque plus élevé d'avoir une BPCO qu'un asthme. Alors, évidemment, à la fin, on se retrouve avec 15% des patients qu'on a du mal à caractériser. Et dans toutes les études, c'est à peu près pareil, parce que vous avez des asthmatiques fumeurs et parce que vous avez des BPCO allergiques. Et donc, de ce fait-là, vous avez
probablement des formes frontières avec des gens qui ont à la fois une composante asthmatique et une composante post-tabagique qu'il faut prendre en charge un peu de manière superposée. Et donc, il n'y a pas forcément de moyens simples. On ne sait pas trop, c'est comme un iceberg, si vous voulez. Cette maladie bronchique, ce qu'on voit, nous, c'est ce qui se passe à la surface, c'est-à-dire des symptômes. Et ce qui se passe dans les bronches, l'inflammation, eh ben, c'est ce qui se passe sous l'eau. Et il faut essayer de reconstruire un peu le type d'inflammation et le type de maladie avec ce qu'on a à la surface. Et donc, ces auteurs nous disent que quand vous avez plus de 7, eh ben, vous êtes ici BPCO. Quand vous avez moins de 7, et vous avez une forme frontière probablement entre 5 et 8, ou parfois vous avez un peu des deux maladies, quoi. Voilà. Donc, on voit qu'on peut s'aider de certains outils, mais rien ne permet de différencier fondamentalement et définitivement ces deux maladies. Ce sont deux maladies différentes qui parfois se chevauchent et se superposent, avec quand même des différences absolument fondamentales. Et une de ces différences, c'est la réponse au traitement. Les asthmatiques répondent aux corticoïdes inhalés. Les BPCO post-tabagiques, eux, vont plutôt répondre aux bronchodilatateurs, et les corticoïdes inhalés ne vont pas être efficaces de la même façon. Donc, des maladies des bronches, des maladies qui sont toutes les deux hétérogènes, qui sont différentes, mais avec des similitudes. Les différences, c'est quand même globalement l'âge de survenue. Les comorbidités ne sont pas les mêmes, ce qui s'associe à la maladie. Les comorbidités cardiaques sont très puissantes dans la BPCO, moins dans l'asthme. L'utilisation et l'efficacité des traitements, je reviens sur les corticoïdes inhalés. Et puis l'importance du docteur, parce que ce n'est pas forcément facile de faire un diagnostic. Donc, des fois, il faut voir le patient plusieurs fois avant de dire, écoutez, je pense que vous avez plus de l'asthme ou plus de la BPCO. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à une consultation, je pense que c'est de l'asthme, et à la consultation d'après, je pense que c'est de la BPCO. Parce que des fois c'est difficile. Enfin, parfois, pardon, pas des fois. Parfois, c'est difficile. Ça, on passe. Je ne parlerai pas de ça, sauf s'il y a quelques questions là-dessus. J'arrête le partage de mon écran. Merci beaucoup, Gilles. Des questions, Dorian? Oh, j'en ai quelques-unes. Je ne sais pas si tu en as sur le chat. Alors, j'en ai une, mais qui est un petit peu différente. Alors, attends, je voudrais couper le son de mon téléphone. Voilà. Qui est un petit peu hors sujet asthme et BPCO, mais bon, je vais vous la poser néanmoins à Gilles. Noémie qui demande faut-il arrêter les bêta-bloquants en cas d'asthme allergique? Ah, c'est pas si hors sujet que ça, parce qu'en fait, c'est une question très importante. Parce qu'en fait, beaucoup d'asthmatiques et beaucoup de BPCO ont des comorbidités vasculaires, cardiaques, pardon. Et donc, le bêta-bloquant est un médicament qui est très, très, très utilisé en cardiologie. Alors, les bronches, quand on veut les ouvrir, on utilise des bêta plus, des médicaments qui vont ouvrir les bronches. Et les bêta moins, du coup, ça a tendance à les refermer un petit peu. Donc, on voit que c'est problématique. Sauf que s'il y a des complications cardiaques, le cardiologue va dire mais moi, pour moi, c'est un médicament très important. Donc, on sait que dans la BPCO, l'utilisation des bêta-bloquants pose peu de problèmes. Et donc, ça a des avantages absolument fondamentaux sur la gestion cardiaque, avec des conséquences négatives sur les bronches des BPCO qui est limitée. Donc, dans la BPCO, les bêta-bloquants peuvent être utilisés assez facilement. Dans l'asthme, c'est un tout petit peu différent, parce que justement, il y a un peu plus de variabilité des bronches. Et de ce fait-là, quand on commence des bêta-bloquants, s'il y a une indication du cardiologue, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, il faut toujours peser l'indication du bêta-bloquant. Si elle est indiscutable, très importante, que machin, que truc, il faut discuter avec le pneumologue et tester les bêta-bloquants à dose croissante et voir ce que ça donne sur l'asthme. Mais ça peut tout à fait déstabiliser un asthme. Et donc, globalement, dans l'asthme, on n'est pas emballé par l'utilisation des bêta-bloquants. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un non franc et massif, mais globalement, c'est non. Mais tout dépend, encore une fois, de l'indication des bêta-bloquants. C'est un tout petit peu plus confortable quand on a un autre médicament. Mais on a aussi des asthmatiques sévères qui ont souvent de la cortisone avec des complications cardiaques et tout ça. Et on voit là aussi que la discussion des bêta-bloquants peut être
peut être difficile. Donc, dans le truc de asthme léger, allergique avec bêta-bloquant parce qu'on a un peu de tachycardie, parce qu'on est un peu émotionnel, un peu machin, tout ça, là, pour le coup, il faut être extrêmement prudent et faut vraiment repenser l'utilisation des bêta-bloquants. Je reste prudent parce que si je dis non, du coup, la personne va dire « Ah, mais il a dit que non », alors que, voilà, on n'est pas emballé, mais c'est à repenser en fonction de la situation clinique. Hein. D'accord. Et en fonction de chaque cas, et là, nous ne sommes pas là pour faire des consultations. Donc, c'est pour ça que je suis resté prudent dans ma réponse. Tout à fait. Alors, autre question de Christelle. Bonjour, je suis asthmatique depuis l'âge de 18 ans. Je suis suivie par un pneumologue qui me conseille de faire un examen pour l'apnée du sommeil. Je suis souvent gênée avec les allergies malgré les corticoïdes. Alors, j'aime bien les questions à 8 tiroirs comme ça, parce que gêné avec les allergies, en général, les patients, quand ils disent mes allergies, c'est un résumé de la situation ORL. Et donc, mes allergies, alors qu'en fait, l'allergie, c'est un truc un peu vaste qui a des conséquences sur le nez, sur les bronches. Mais souvent, la dénomination mes allergies, ça correspond au nez bouché, au nez qui coule ou au nez qui coule derrière. Donc, c'est vrai que là, quand il y a mes allergies, des fois, il y a des symptômes ORL. Et quand il y a des symptômes ORL, il y a de l'obstruction nasale qui peut retentir sur le confort de sommeil et quasiment générer une vraie maladie avec des vraies apnées du sommeil. Donc, à partir du moment où il y a de l'obstruction nasale un peu chronique, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est voir l'ORL et regarder s'il n'y a pas une rhinosinusiite chronique, s'il n'y a pas une prise en charge spécifique pour essayer de libérer le nez. Et la deuxième chose à faire, c'est effectivement regarder si ça n'a pas des conséquences négatives sur le sommeil, avec des ronflements, une somnolence, comme si on ne récupérait pas bien pendant la nuit, comme si on se réveillait fatigué, de la fatigue le matin et de la somnolence dans la journée avec la nécessité des endormissements un peu comme ça, impérieux. Et donc là, pour le coup, ça devient intéressant de faire un examen du sommeil. Donc là, j'ai essayé de faire une réponse à peu près en reprenant un peu, mais pour le coup, ça vaut le coup s'il y a le nez bouché, qu'il y a des ronflements, la recherche d'une apnée est indispensable. Merci. Ça va, Christine, j'ai bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dorian, tu as des questions? Ouais, j'en ai plein, Gilles, dans ma tête qui se mélangent là. Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu bête, hein, mais je pense qu'il faut la poser. Est-ce qu'on guérit de ça, de l'asthme et de la BPCO à un moment donné ou pas? Non. Moi, je dis asthmatique un jour, asthmatique toujours, mais… Ben, alors, la réponse, c'est non. Mais évidemment, je vais moduler cette réponse. Christine, tu as un joli sourire, mais il est un peu figé là. Je pense que tu as un petit problème de réseau. Alors, encore une fois, ce sont deux maladies différentes. L'asthme est une maladie variable. Donc, on n'est pas tout à fait, on est asthmatique un jour, asthmatique toujours, mais pas tout à fait de la même façon. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, quand le pneumologue réévalue un asthme, de toujours dire c'est la situation de l'asthme du 4 mars, ce n'est pas la même chose que la situation de l'asthme du 12 septembre. Et il y a une vraie variabilité. Et donc, il y a nécessité de réévaluer systématiquement la qualité du contrôle. Est-ce que l'asthme est bien contrôlé? Est-ce que la quantité de symptômes est satisfaisante? Est-ce qu'on n'a pas des symptômes qui sont trop envahissants? Et donc, on va adapter en permanence comme ça la quantité de symptômes et la quantité d'asthme. On a des asthmatiques qui ont une quantité d'asthme extraordinairement puissante et auquel cas, et en face, il va falloir mettre des tonnes de traitements. Et on a d'autres asthmatiques qui ont une quantité d'asthme qui est très petite et qui vont parfois se débrouiller avec très peu de médicaments, voire des médicaments à la demande. On voit bien qu'il y a un monde entre ces deux types d'asthmatiques. Et il y a du coup des asthmatiques qui ne se plaignent pas ou qui ont très peu d'asthme et qui ne vont pas se reconnaître comme asthmatiques. Mais l'inflammation bronchique, elle est là et elle sera toujours là et elle disparaîtra pas. Ce sont les symptômes qui peuvent disparaître, mais l'inflammation bronchique, malheureusement, elle est là définitivement. Dans la BPCO, quand on a un poumon qui est abîmé par du tabac, et à un moment, il commence à dire là, les gars, j'en ai marre, je vais quand même m'exprimer, c'est très compliqué de revenir en arrière. C'est pareil, ce qui est fait est fait. Dans la BPCO, on peut donner tous les médicaments du monde. L'inflammation chronique introduite par le tabac, tant qu'il n'y a pas de sevrage tabagique, elle se poursuit et elle s'entretient. Quand on arrête de fumer,
vous imaginez bien que s'il y a 40 ans de tabac, c'est pas je fume pendant 40 ans, j'arrête de fumer, pof, tout va bien, j'ai guéri. Et ben, quand on arrête de fumer, c'est la première étape de la prise en charge, mais malheureusement, il y a une inertie qui fait que, voilà. Alors souvent, les gens disent, bah, depuis que j'ai arrêté de fumer, je tousse plus. Alors, depuis que j'ai arrêté de fumer, il y a une période où il va y avoir plus de toux et plus de crachats, comme si un peu tout ça devait se nettoyer. Et au bout de quelques mois, ils voient par contre disparaître la toux et les crachats qu'ils avaient régulièrement tous les matins parce que bah, ça s'est nettoyé. Alors, il peut rester un certain nombre de choses, mais il y a quand même des choses qui se nettoient quand on arrête de fumer. Alors, tu l'as très bien dit, il y a des cinétiques et ces cinétiques sont pas systématiques. Il y a des gens chez qui on va voir ça, d'autres chez qui on va voir un autre truc et c'est à réévaluer chez les gens. Mais les asthmatiques, c'est vraiment un monde très particulier. Et encore une fois, je dis toujours, chaque asthmatique a sa propre histoire d'asthme. Il a sa propre histoire d'asthme, sa propre histoire de symptômes, sa propre relation avec sa maladie, sa propre relation avec ses médicaments, sa propre relation avec son docteur. Donc, c'est vraiment un truc assez. Mais malheureusement, il ne va pas en guérir. Et l'objectif des médicaments, c'est de faire en sorte que l'asthme ne soit jamais là dans son quotidien et qu'il ait la qualité de vie la plus proche que possible d'une personne non malade. Ok, merci. Je crois qu'on a perdu Christine. Je crois qu'on a perdu Christine, mais tu vois, tu poses une question de 3 mots et je parle 8 minutes. Hein, donc On est bien. Tu parles beaucoup de tabac, du coup, j'enchaîne. Hein. Tu parles beaucoup de tabac pour la BPCO. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs enfin, je sais qu'il y a des BPCO, par exemple, professionnels. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entraînent la BPCO? On sait qu'effectivement, il y a peut-être, je ne connais pas le pourcentage de patients BPCO qui ont fumé, mais est-ce il y a d'autres motifs, en fait, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de la maladie? bah, c'est toutes les agressions extérieures, en fait. Hein. Donc, il y a des choses qu'on résume avec la biomasse. On a des gens, par exemple, qui viennent du Maghreb, qui ont été exposés parce que finalement, la cuisine était faite à l'intérieur, mais ce n'était pas une cuisinière, c'était un four. Et donc, voilà, donc c'était un four, mais avec du charbon de bois et tout ça. Et donc, de respirer comme ça, vous vous retrouvez avec parfois chez des femmes qui ont grandi au Maghreb et qui sont venues en France par la suite, avec des poumons qui sont extrêmement abîmés. Elles n'ont jamais fumé, mais elles ont été exposées comme ça à de la biomasse, à du charbon de bois, et avec des conséquences tabagiques. Et donc, ce n'est pas des asthmatiques, hein, c'est vraiment l'agression extérieure. Tu l'as dit aussi, il y a des agressions professionnelles, et donc il y a que ce soit l'asthme, que ce soit la BPCO, à chaque fois qu'on se retrouve avec des maladies qui sont difficiles à prendre en charge, on se pose toujours la question de l'environnement professionnel. Moi, quand je découvre les patients, une des premières questions, c'est qu'est-ce que vous faites comme métier? Il faut que je m'assure qu'il n'y a pas d'exposition professionnelle. Quand j'ai des gens qui me disent j'ai fait 50 ans d'imprimerie en étant encreur, ok, c'est peut-être pas le problème, mais peut-être qu'il va falloir réfléchir si ça ne fait pas partie du problème. Et donc, voilà, l'environnement professionnel. Et après, on a d'autres causes qui sont plus rares. Mais le gros machin de la BPCO, c'est le tabac. Hein. Ça marche bien. Hein. Je regarde le chat en même temps. Alors, une question, je ne sais pas si on peut citer les noms des médicaments. C'est Fabi qui nous dit, c'est pas vraiment dans le sujet, mais je pense que c'est important d'en parler. Donc, elle est traitée par une biothérapie qui a changé sa vie. Mon pneumologue m'a demandé de continuer le traitement IDALE, mais je n'ai pas compris la raison. Je pense qu'elle est importante, cette question, pour les patients sous bio. Je ne sais pas si je vais te remercier de me poser cette question. Alors, là, on est dans une situation un peu particulière. On est dans le cadre d'un asthme sévère. L'asthme sévère, c'est 3 à 5 % des patients asthmatiques. Globalement, quand on regarde un petit peu, on a probablement 120 000, 130 000 patients asthmatiques sévères en France. C'est à la louche, mais c'est de cet ordre-là. Donc, ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas non plus une maladie ultra fréquente. Et chez certains patients asthmatiques sévères, on peut utiliser un traitement qui est différent, qui est en injection sous-cutanée, qu'on appelle les biothérapies. Ces biothérapies sont susceptibles de modifier complètement la vie des gens qui ont 20, 30, 40 ans d'asthme, et quand on les met sous biothérapie, sous injection sous-cutanée, 3 mois, 4 mois après, on les revoit et puis ils nous disent mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus d'asthme. Et puis c'est même une situation que dans leurs rêves les plus fous, ils n'auraient jamais osé imaginer. Donc ce sont des traitements qui ont, pour certains patients, une efficacité absolument incroyable. Et donc là, on se retrouve devant une situation qui est de dire, ça fait 40 ans que je prends un médicament qui ne m'a jamais fait du bien, je prends des piqûres, ça me transforme, pourquoi je continuerai à prendre le médicament qui ne m'a pas fait du bien pendant 40 ans, ou en tout cas pas suffisamment? Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, on recommande
de garder ce traitement inhalé qui est considéré comme la pierre angulaire du traitement de l'asthme, mais de diminuer les doses et d'aller à la dose minimale pour limiter finalement l'impact négatif de la cortisone. Je vais faire quelque chose, c'est pas bien, hein, mais là, il y a eu un congrès européen à Milan il y a quelques jours, et c'est la première étude, donc ces résultats doivent être confirmés, qui a suivi des gens asthmatiques sous biothérapie, qui allaient mieux, et chez qui on a essayé d'arrêter les corticoïdes inhalés, et on a réussi, chez 60% des patients, à arrêter les corticoïdes inhalés sans voir réapparaître l'asthme. Donc pour l'instant, on est sur une zone de connaissance incertaine, où est-ce qu'il est raisonnable et possible d'arrêter les corticoïdes inhalés, d'arrêter le traitement de fond quand on va très bien sous une biothérapie? La réponse est pourquoi pas, mais ça doit être encadré et décidé avec le pneumologue. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut aller à la dose minimale. C'est-à-dire que quand on va bien, ça ne sert à rien de garder une forte dose de corticoïdes inhalés, il faut baisser les doses. Et une fois qu'on a baissé les doses, discuter l'arrêt. Mais si vous allez voir des experts de l'asthme sévère, ils ne vont pas tous tenir les mêmes propos. Ils vont dire non, il faut garder. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, on peut arrêter. Vous avez par exemple le professeur Chanez à Marseille qui va dire pas de souci, il faut arrêter. D'autres experts qui sont des experts réellement très très compétents de l'asthme sévère qui vont dire non, c'est la pierre angulaire, il faut la garder. C'est une discussion qui est extrêmement difficile. Et donc, du coup, je vais garder. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut aller à la dose minimale de corticoïdes inhalés et que l'arrêt des corticoïdes inhalés sous biothérapie n'est pas quelque chose qui est à exclure. C'est quelque chose qu'on peut discuter avec son pneumologue et qu'on peut envisager. Mais, encore une fois, à partir du moment où on arrête les traitements, très bien, on arrête tout, puis à un moment, la même personne va dire, au bout de 3 ans ou 4 ans de piqûres, va dire je vais très bien, j'ai guéri, pourquoi est-ce qu'on continue les piqûres? Et on va dire attention, parce qu'on arrête les piqûres, mais il n'y a plus de traitement inhalé, il n'y a plus de traitement du tout. Et là, il va se passer quoi? Et donc, c'est pour ça que les décisions, le suivi, la façon dont on évalue, parce que si c'est pour arrêter le traitement et refaire 3 exacerbations l'hiver, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, c'est pour ça que cette décision, elle est possible, pas systématique et à discuter. Okay. Ça va comme réponse, Dorian, ça te va? Ça me va comme réponse et je pense qu'il est important de dire que c'est important de dialoguer avec son équipe médicale, quoi. Enfin, le pneumologue, son médecin généraliste, etc. Enfin, il ne faut pas hésiter à dire son ressenti en tant que patient. Ils sont là justement pour nous accompagner. Je rebondis si tu parles d'exacerbation d'hiver et du coup, ça me fait penser à vaccination. Vaccination BPCO, vaccination asthme, on conseille les mêmes finalement, grippe, pneumocoque, pour les deux pathologies, pas plus pour l'une que pour l'autre. Non, dans les deux, en fait, comme on a de l'inflammation dans les bronches, on essaie de minimiser tout impact négatif des virus ou des bactéries. Et donc, on va voir arriver la même discussion, puisqu'on a maintenant des vaccinations contre le VRS, hein, contre le virus respiratoire syncytial, qui est un virus de l'hiver. Et donc, on recommande effectivement de limiter tous les éléments qui sont susceptibles de générer des poussées inflammatoires. Exacerbation, c'est un mot anglais, c'est un anglicisme. Alors, il y a des gens qui disent exacerbation, il y a des gens qui disent poussée inflammatoire, les Anglais disent poussée d'asthme. En fait, l'idée, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas d'infection là-dedans. Il n'y a pas de bactéries. On peut bouffer tous les antibiotiques de la Terre, ça ne change pas grand-chose le plus souvent. Et donc, c'est pour ça que dans ces situations, c'est souvent la cortisone orale pendant quelques jours qui va résoudre le problème, parce que c'est que de l'inflammation. Et c'est une histoire de pichenette. Vous avez une pichenette comme ça qui va entraîner une espèce d'escalade inflammatoire et un tas de symptômes associés. Et donc, il faut limiter la possibilité que la pichenette déstabilise la situation. Alors, les pichenettes, c'est virus, allergènes, tabac, bactéries, enfin tout ce qui est extérieur en fait. Et donc, en vaccinant, on se dit qu'on limite l'impact de la pichenette virus de la grippe et de la pichenette bactérie pneumocoque, qui est une bactérie qui est plus fréquemment retrouvée dans des pneumonies chez les BPCO et chez les asthmatiques. Mais voilà, c'est pour ça qu'on recommande ces deux vaccinations de manière équivalente dans les deux pathologies. Ok, merci. Il y a une question de Charazed qui nous demande si le microbiote intestinal, on en parle beaucoup dans plein de pathologies, faciliterait le contrôle de l'asthme. Et du coup, je rajoute et le contrôle de la BPCO, point d'interrogation, si tu sais.
eh ben, on aimerait bien savoir, parce que vous avez un microbiote pulmonaire en fait, hein, donc le microbiote intestinal, oui, et puis vous avez du microbiote dans le poumon, c'est pareil, puisque le poumon, il est en relation avec l'extérieur. Et donc, c'est pareil, vous avez également un système immunitaire qui est associé et qui est vraiment à l'intérieur des bronches. Parce que la bronche doit pouvoir se défendre d'un certain nombre d'agressions extérieures. Et c'est un rempart, c'est un des premiers remparts. Donc, le microbiote, c'est une question fondamentale. Euh, Sûrement oui, et pour l'instant, on ne sait pas bien. Mais il y a certains patients asthmatiques et BPCO qui vont beaucoup mieux quand on utilise de manière régulière un antibiotique qui n'est pas utilisé sous son versant antibiotique, mais qui est utilisé sur le versant restauration et renforcement de l'épithélium. L'épithélium, c'est la première couche de cellules qui est en regard avec l'extérieur. Et donc, ce médicament qui est souvent donné comme antibiotique, là, il va être utilisé comme renforcement de l'épithélium et il va permettre de stabiliser, de limiter la sécrétion de mucus et de limiter la toux, les crachats et de même stabiliser la maladie. Donc, on voit qu'on a pas mal de choses à mieux connaître et le microbiote est un élément de recherche absolument très puissant en ce moment, qu'il soit intestinal ou respiratoire. Ok, merci. Je reviens sur les biothérapies. Est-ce qu'elles ont un rôle ou elles auraient potentiellement un rôle dans le futur sur la BPCO-L? Excellente question, comme d'habitude, hein, puisqu'on a vu des papiers arriver, notamment, alors là, cette fois, c'était au Congrès américain, qui a eu lieu en mai, où on a vu effectivement des premiers essais alors, c'est pas les premiers, mais on a vu des résultats de certaines biothérapies dans la BPCO. Alors, le truc n'est pas exceptionnel comme dans l'asthme, mais on a certains malades BPCO qui ont des formes inflammatoires qui pourraient bénéficier de biothérapie. Euh, Peut-être pas toutes les biothérapies. En tout cas, on a des choses à préciser, mais on a plusieurs essais dans la littérature. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce sont deux maladies bronchiques inflammatoires. Alors, soit on essaye de les différencier, soit on essaie de les réfléchir de manière un peu, voilà, une espèce de truc. Alors, la vérité, elle est toujours au milieu, hein. Il y a des maladies qui se différencient et il y a d'autres maladies, enfin, chez des patients, ça se différencie franchement, et d'autres patients, bah, c'est plus difficile. Et il y a pas mal d'auteurs, et dans tous les congrès, on voit ça de plus en plus depuis 10 ans, d'essayer de prendre en charge, non pas des maladies, mais de prendre en charge des traits traitables, des caractéristiques, ce qu'on appelle en anglais des treatable traits. Et en fait, des caractéristiques qui ne vont pas être des caractéristiques de l'asthme ou de la BPCO, mais qui vont être des caractéristiques de maladies bronchiques. Et donc, effectivement, vous avez des asthmatiques qui vont se rapprocher d'une BPCO, même parfois, même sans avoir fumé, et des BPCO qui vont fumer et qui vont se rapprocher d'asthmatiques. Et donc, on essaye, et c'est pour ça qu'on ne veut pas forcément mettre de forme frontière absolue, ce n'est pas un mur de Berlin entre les deux maladies. Et quand on voit le résultat absolument spectaculaire depuis plus de 15 ans, 20 ans même, des biothérapies dans l'asthme, on se dit pourquoi pas aller sur le terrain de la BPCO, parce qu'on pourrait avoir des résultats absolument exceptionnels également chez certains patients. C'est probablement pas superposable, mais pourquoi pas. J'essaie de Ok. voir si on récupère Christine, mais j'ai pas de message. Non, elle m'a dit que la connexion, ça ne voulait plus. Ah bah avec ça, on est sauvé. Voilà. Hein. Voilà. Comme ça, c'est fait. Il y a Fabi qui revient sur la vaccination. Elle demande qu'en est-il de la vaccination contre le Covid? Donc, on entend parler que ça revient là en ce moment, du coup, pour ces patients BPCO asthmatiques. Quid? Alors, le Covid, je vais dire quelque chose, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais raconter, donc c'est plus de l'expérience clinique. On va reprendre un peu l'histoire. Au début du Covid, on a vu des formes extrêmement sévères, d'une brutalité incroyable, et on n'a pas vu les asthmatiques là-dedans, en fait. C'était assez bizarre, comme s'ils étaient protégés par les corticoïdes inhalés, mais les premiers variants, finalement, mais par contre, en aigu, ne faisaient pas d'asthme. Mais par contre, on a vu que dans les mois qui suivaient, les patients voyaient leur asthme monter de 1, 2, 3 crans de sévérité en disant « mais je ne comprends pas, mon asthme, il n'était pas comme ça avant le Covid ». Et donc, effectivement, on a l'impression que le Covid, qui est un virus plutôt
vasculaire, mais qui laisse une trace inflammatoire respiratoire absolument très importante, est capable chez certains patients d'augmenter la quantité d'inflammation. Je vais parler dans l'asthme, dans la BPCO, je n'ai pas l'expérience clinique pour le... Et donc, voilà. Et les variants ne sont pas tous les mêmes. On a vu les derniers variants, cette fois, déclenchaient des vraies poussées d'asthme, un peu comme les virus respiratoires de l'hiver. Donc, la vaccination Covid, elle a été exceptionnellement efficace et elle a sauvé une quantité de vie hallucinante. Et c'est vrai que c'est questionnant. On se dit comment ça a été possible de sortir comme ça, hein. Mais ça a été assez miraculeux et franchement, ça a changé le profil de la maladie. Maintenant, on est sur des virus qui sont quand même moins agressifs pour la population générale. Il faut rester prudent chez les asthmatiques et chez les BPCO parce que ce sont des virus qui entraînent des poussées inflammatoires respiratoires. Et donc, effectivement, dans cette population de patients, va se discuter de peut-être poursuivre les vaccinations Covid au même titre que la grippe et que le pneumocoque. Cette fois, pas pour protéger du Covid, mais pour protéger de poussées inflammatoires de la maladie qui sont à chaque fois. Quand vous avez un BPCO, vous avez fumé pendant 50 ans, que vous avez de l'emphysème, marge de manœuvre respiratoire, elle est limite. Et donc, une exacerbation, c'est jamais anodin. Quand vous êtes asthmatique, sévère, que vous avez déjà des traitements, des machins, des trucs, une exacerbation, ça vous met sur le flanc pendant 3 semaines. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Exacerbation, ce n'est pas juste une petite bronchite comme ça qui dure une semaine. C'est des trucs qui mettent sur le flanc pendant parfois 1 mois ou 2 mois. Et donc, c'est sûr que si on a des éléments de vaccination qui permettent de limiter l'impact de ces virus, eh ben, du coup, la vaccination se réfléchit. Je n'ai pas de réponse oui-non comme ça à donner. J'ai une réponse un peu floue, mais c'est probablement les discussions qu'on va avoir cet hiver. Ok, ça marche. Dans la BPCO, tu disais le tabac actif, évidemment, est facteur de risque. Est-ce que le tabagisme, lui, passif, est aussi facteur de risque pour des patients d'avoir une BPCO dans le futur? La réponse est oui, mais c'est plus difficile à chiffrer. Et il y a des variabilités individuelles, c'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui va vous dire ah, mon père, il a fumé, il a 90 ans, il n'a jamais rien eu. Ok, bah, tant mieux. Mais vous avez d'autres gens qui vont dire mais j'ai quasiment jamais fumé, puis j'ai plus de poumons. Et puis il y a le cannabis également qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, mais j'ai pris, c'était pas de la beuh, c'était du bio, et puis machin. Et ça bouffe les poumons, ça fait des bulles pas possibles, ça fait des bulles d'emphysème absolument terribles. Vous avez une vraie variabilité individuelle. Et donc, il y a des gens qui sont exposés à un tabagisme passif et ça suffit pour faire une BPCO, même si évidemment, c'est moins puissant que de fumer soi-même. Mais voilà. Et puis, vraiment, j'en avais pas parlé jusque-là, mais le cannabis, on récupère des gens de 45-50 ans avec des poumons qui sont ravagés après 10, 15, 20 ans de cannabis. Ça, c'est absolument terrible. Enfin, voilà. Ok, j'ai une question, enfin j'ai une autre question, j'ai plein de questions en fait, Gilles, hein. On pourrait durer très tard. Très Euh, bien. pour faire de l'éducation thérapeutique à Tours sur l'asthme, mais je débute dans la BPCO, j'ai l'impression que de voir plus de femmes BPCO que je vois de femmes asthmatiques. Est-ce qu'il y a une explication à ça sur l'inégalité? Je ne sais pas si on peut parler d'égalité face à la maladie d'ailleurs, elle est peut-être un peu maladroite, mais pourquoi en fait, est-ce qu'il y a une explication sur le fait que cette maladie, pour moi, j'ai l'impression qu'elle touche plus de femmes? Ou du moins, quand elle touche, les symptômes sont eux différents. Ou Il y a une première explication qui est l'histoire du tabagisme, hein. C'est que dans les années 70, tout le monde fumait, mais c'était quand même, avant, c'était essentiellement une maladie masculine parce que le tabagisme était moins féminin. Maintenant, on a un tabagisme qui s'équilibre et il semble effectivement qu'il y ait une susceptibilité respiratoire féminine et donc avec des patientes plus jeunes et qui se retrouvent avec un diagnostic plus rapide de BPCO. Donc, tu peux te retrouver effectivement avec des gens, des femmes de 40 à 50 ans, alors que l'âge moyen chez l'homme peut être de 10 ans supplémentaires. Et donc, tu as déjà l'histoire, le tabagisme des années 70, c'était quand même plus masculin. Et puis là, il y a une vraie susceptibilité féminine, hein. Alors, il y a une susceptibilité générale, tous les gens ne sont pas. Mais on a effectivement, on a l'impression que la maladie arrive plus vite chez les femmes. il y a deux, Puis trois peut-être questions. qu'elles sont aussi plus sensibles à l'éducation thérapeutique que les gars, hein. Oh, quoi, ces conneries. Voilà. Il Mais y a peut-être un peu de ça. Il y a des questions qui sont revenues sur le chat de Rokaya qui nous suit depuis Dakar, qui dit « Je ne mange pas de fruits de mer ni de fruits rouges, de peur de déclencher mon asthme, mais les médicaments que je prends me font prendre du poids. Comment éviter tout cela? Merci. »
Alors, je vais te faire répéter la question parce que je viens de tomber sur un message de Christine. Donc, vas-y, redis-moi. Elle nous suit depuis Dakar. Elle dit: je ne mange pas de fruits de mer ni de fruits rouges de peur de déclencher mon asthme et les médicaments que je prends me font prendre du poids. Comment éviter tout ça? Merci. Ben, c'est une question difficile parce que là, on est sur comment adapter son alimentation en fonction de ce qu'on prend comme médicament. La pierre angulaire du traitement de l'asthme, on l'a dit, c'est la cortisone inhalée. Et quand on prend de la cortisone inhalée à forte dose, il y a toujours un passage dans l'organisme. Et à partir du moment où il y a un passage dans l'organisme, vous avez des gens qui vont être… Et donc là, c'est très difficile de répondre sur une personne parce que ça dépend si elle fait beaucoup de poussées inflammatoires et qu'il y a beaucoup de cortisone orale. Ça dépend de la dose de corticoïdes inhalés, ça dépend de son activité quotidienne. Et donc, il faut, quand on a des prises de poids, il faut trouver un espèce d'équilibre entre tout ça. Il ne faut jamais arrêter l'activité quotidienne, l'activité physique adaptée. Hein. Ce n'est pas faire du sport, hein, mais c'est déjà marcher, descendre les escaliers, des choses comme ça. Parce que ça permet d'augmenter le métabolisme de base et de faire que on va prendre un petit peu moins de poids quand on dépasse un peu sa ration alimentaire. Il faut essayer de diminuer les corticoïdes inhalés quand c'est possible et quand ce n'est pas possible, c'est compliqué. Essayer de bien prendre son traitement tous les jours pour éviter la cortisone orale. Enfin, oui, c'est une réponse qui est extrêmement difficile. Et, et même en France, quand je travaillais à Bicêtre, on avait essayé de monter une structure d'éducation thérapeutique avec une diététicienne pour apprendre aux gens comment gérer le sel, comment gérer les glucides, parce que le sucre, c'est un truc absolument terrible sur la prise de poids. C'est une vraie addiction, il faut apprendre à le reconnaître. Donc, ces choses-là, la cortisone, ça donne envie de boulotter. Il y a une appétence pour la bouffe, pas forcément le sucre. Donc, quand il y a de la cortisone, on prend du poids. C'est vraiment une gestion qui est extrêmement individuelle et très difficile voilà, de donner une recette simple comme ça sur un webinaire. Ok, merci. Mais toi qui fais de l'éducation thérapeutique, je pense que tu es souvent confronté à ça. Et donc, c'est vrai que la diététicienne, le ou la diététicienne, le métier n'est pas genré, c'est un élément très important parce que le sucre, c'est vraiment un truc souterrain, insidieux, addictif et absolument terrible chez certains patients, hein. Ouais, Plus que le gras, hein. justement, on a intégré dans le programme d'éducation thérapeutique une diététicienne parce qu'il y a effectivement des patients qui ont mangé de la cortisone, moi j'appelle ça comme ça, des années, et effectivement ont besoin de réapprendre à mieux manger et de prendre du plaisir à manger aussi, c'est important. Donc effectivement, c'est important de se faire entourer par la diététicienne ou le Et diététicien. alors, la bouffe, c'est toujours un peu culpabilisant parce qu'on dit, faut manger moins, mais en fait, c'est toujours pareil, il faut réapprendre à manger, mais il faut réapprendre à bouger. Et c'est vraiment deux éléments qui sont très importants parce que quand vous bougez, votre organisme réapprend et vous allez augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire il va dépenser plus spontanément. Qu'à partir du moment où on dépense plus, vous avez un petit peu plus de marge, quoi. Donc c'est extrêmement difficile. Faut réapprendre plein de choses en fait. Fabi nous demande, sait-on si la cigarette électronique peut entraîner aussi une BPCO? Je ne sais pas répondre à cette question. Mais la cigarette électronique, c'est de la nicotine essentiellement, mais on met quelque chose dans les bronches quand même. Donc, à partir du moment où on a une maladie inflammatoire bronchique chronique et qu'on met quelque chose dans les bronches, et puis, est-ce que ça suffit pour entraîner une BPCO? Je ne sais pas. Est-ce que ça suffit pour mettre en place un certain niveau d'hyperréactivité bronchique et de réactivité? La réponse est oui. Est-ce que ça entretient l'addiction à la nicotine? La réponse est oui. Et l'autre élément, c'est que ce sont les cigarettiers qui ont mis la main basse sur tout ce qui est cigarette électronique. Donc, de ce fait-là, la méfiance est de mise. Mais encore une fois, quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai arrêté de fumer, mais par contre, j'utilise ma cigarette électronique, est-ce que c'est bien? C'est difficile de lui dire que c'est pas bien, quoi. Mais qu'il y a encore un peu de marche, un peu de choses à faire. Voilà. On a récupéré Christine, en tout cas. Oui, je suis navrée, j'ai Zoom qui s'est mis à faire des mises à jour intempestives. Ah, Ouais, ça n'a pas l'air fini, hein, les mises à jour. Enfin, bref, mais je sais que je vous ai suivi. Oui.
Vous m'entendez? Ah, c'est Très mal, super, on ne Christine. comprend rien, mais c'est Allô, super que tu sois là. On te allô. voit. On était bien tous les deux, mais il nous manquait quelque chose. Hein. Enfin, quelqu'un, pardon. D'accord. Bon, Euh, écoute, il y a d'autres questions. Je pense que Dorian, tu les vois, donc tu peux ouais, peut-être les poser, notamment sur peut-on nettoyer ses poumons? Est-ce qu'on peut nettoyer ses poumons avec le sport ou autre chose? Bah, oui et non. C'est-à-dire que si vous avez de l'asthme, que vous respirez pas bien et que vous pensez que vous allez respirer mieux parce que vous allez faire du sport, ça ne marchera jamais. Par contre, si vous avez de l'asthme, que vous dites, je vais prendre en charge mon asthme, je vais aller mieux sur mon asthme, et petit à petit, je vais réapprendre à faire du sport, là, ça va le faire. Mais ça va prendre des mois. Et donc, effectivement, on peut nettoyer ses poumons, on peut récupérer quelque chose de la notion du plaisir à faire du sport, mais ce n'est pas le sport qui va améliorer l'asthme. C'est d'abord, j'améliore l'asthme, et ensuite, je reprends une activité physique. Et quand on n'a pas fait de sport pendant des années, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas, tiens, oui, mais il faut que je me remette à courir. Non, ça va pas le faire non plus. Il faut marcher d'abord. Marcher. La marche, toute activité physique est intéressante. Mais le step, là, vous savez, les trucs comme ça, la machin, ça, vous avez quelque chose qui vous porte. Donc c'est bien, c'est moins exigeant. Le vélo, vous avez un vélo qui porte. La marche, vous vous portez vous-même. Et c'est plus dur. Et pour les asthmatiques et les BPCO, c'est toujours plus dur la marche. Mais on progresse quand ça fait mal. Et donc, c'est aussi plus rentable. Et donc, la marche régulière, 20-25 minutes par jour, au moins 5 fois par semaine, à un bon rythme. Hein, ce n'est pas une marche shopping. À un bon rythme, c'est une marche tonique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être. Et puis, on peut commencer par 10 minutes à 3 km/h. Puis après, on va faire 12 minutes. Et puis après, on va faire 15 minutes. Et ensuite, on va passer à 4 km/h. Il faut avoir beaucoup d'humilité devant la reprise de l'activité physique. Et au bout d'un an ou 2 ans, on peut faire comme Dorian, de la longue distance. ouais, c'est important ce que tu dis. Alors, la patience, c'est compliqué parce qu'effectivement, moi, j'étais peut-être la personne que tu décrivais au début de partir tête baissée où je voulais tout de suite courir, mais ça ne marche pas. Enfin, j'ai fait Et 100 non. mètres et je me suis arrêté. Hein. Et ça me permet de rebondir sur l'accompagnement et la réhabilitation respiratoire. Tu as dit que c'était important chez les asthmatiques, c'est encore plus important, je pense, chez les BPCO. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, mais effectivement, il faut beaucoup de patience. Mais se dire que rien n'est impossible, ça, par contre, il faut se le dire. Et avec la patience, on apprend. On apprend beaucoup. Bah, il faut beaucoup d'humilité, c'est très difficile de. Parce qu'en fait, là, on ne décide pas de tout. C'est-à-dire que la maladie impose quelque chose. C'est insupportable, c'est extrêmement frustrant, sauf qu'on est obligé de le respecter. Et la réhabilitation respiratoire, je pense qu'en fait, elle est importante dans les deux, sauf qu'elle est beaucoup plus connue dans la BPCO que dans l'asthme. Les asthmatiques vont plus rarement en réhabilitation respiratoire. On a reperdu Christine. C'est un peu l'Arlésienne de Christine ce soir. Hein. Il va falloir qu'on travaille un peu sur ce Wi-Fi. Et donc, dans l'imaginaire collectif des pneumologues, la BPCO et la réhabilitation, c'est une évidence, mais ce n'est pas la même chose dans l'asthme. Alors que pour certains patients asthmatiques comme toi, sans la réhabilitation, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut tout faire tout seul. Et bizarrement, c'est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui dit tu vas faire comme ça va bien se passer, machin, parce que ça permet de recadrer certains trucs. Effectivement, tu dis très bien, quand tu repars comme ça, eh ben, c'est terminé, il n'y a plus personne au bout de 100 mètres. Et on dit, bon, bah, je ne ferai jamais d'activité physique. Et en fait, non, ce n'est pas vrai. Mais sauf que ça demande beaucoup de. C'est dur. C'est dur. Et C'est dur. l'activité physique ne veut pas dire forcément sport et trucs Et intenses. non. Et d'ailleurs, on ne dit pas activité sportive. Hein. On dit activité physique adaptée. C'est-à-dire que l'activité physique, elle se fait en fonction de ce qu'on arrive à faire, pas de ce qu'on aimerait faire ou de ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on arrive à faire, ce qui est encore un élément de frustration. Le verbatim de l'asthmatique, c'est beaucoup de frustration là-dessus. Et la BPCO post-tabagique, c'est la même chose. Nous, on est asthme et allergie. On n'est pas BPCO et allergie, on est asthme et allergique. Et c'est pour ça que spontanément, on parle plus des asthmatiques. Mais c'est un verbatim de frustration. Et il faut beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien pour effectivement franchir. C'est un escalier. Et il faut passer chaque marche petit à petit, comme ça. Il faut un peu de volonté aussi. Il y a deux questions qui arrivent, et je vais les regrouper en une, Gilles, de Pierre et de Fabi, qui nous disent, donc, qu'est-ce que vous regardez sur un profil de patient asthmatique sévère avant de les faire passer sur des biologiques, et pourquoi ces biologiques sont-ils aussi chers? Ouf. Ah oui, j'ai condensé.
L'asthme sévère, c'est une maladie particulière. C'est-à-dire que ça devrait s'appeler autre chose que de l'asthme. Parce que asthme, c'est un truc facile, prends ta ventoline et ça va aller mieux. L'asthme sévère, c'est une maladie qui n'a rien à voir avec de l'asthme. C'est vraiment l'asthme, hop, et puis l'asthme sévère, c'est là-haut, hein, c'est tout là-haut. Donc voilà. Donc, c'est une maladie très complexe. Et c'est pour ça qu'on demande, avant d'utiliser des biologiques, de déterminer un peu les caractéristiques du patient. Caractéristiques en termes de profil clinique, de profil spirométrique, de profil d'exacerbation, de poussée inflammatoire, de profil biologique, être sûr qu'il n'y a que de l'asthme, est-ce qu'il y a une polypose nasosinusienne associée. Et donc, on voit que toute cette caractérisation, elle est essentielle, mais elle demande du travail, elle demande de la compétence, hein. Il y a des pneumologues, je vais je vais formuler, il y a des pneumologues qui ont plus l'habitude que d'autres de cette pathologie. Et en fonction de tout ça, on va déterminer l'utilisation de biologiques. Déjà, on va dire, est-ce qu'il y a une indication à une biothérapie? Et ensuite, on va dire, est-ce qu'il y a une indication à telle ou telle biothérapie? En sachant que choisir une biothérapie, c'est très difficile. Ça dépend de petits critères qui peuvent se discuter et qui sont là, pour le coup, pas à la place du patient parce que c'est quand même franchement difficile. Et donc, effectivement, on va progresser comme ça avec son patient en lui disant, bah, écoutez, moi, je pense que vous avez un asthme, je leur dis souvent, vous avez un asthme à la con, on n'y arrive pas, vous faites des efforts, vous prenez beaucoup de médicaments, vous avez besoin beaucoup de cortisone. Donc là, il faut quelque chose de plus puissant que ce que vous avez. Donc, ça passe par des injections. Donc, c'est compliqué déjà, les injections, c'est des piqûres, ce n'est pas le traitement classique. OK, on va mettre des injections. Et puis, quelle injection, vous voyez, ça, c'est des discussions qui sont extrêmement personnelles, parfois qui sont le fait du pneumologue, parfois le fait du pneumologue et du patient, mais c'est, voilà. Alors après, pourquoi c'est cher? Eh ben, c'est cher, c'est pas de notre fait. Moi, mon rôle de médecin est de réfléchir à la bonne indication du médicament chez un patient. Est-ce que il y a un certain nombre de critères et est-ce que je respecte ces critères et est-ce que le médicament que je vais donner à mon patient, est-ce que je respecte l'indication du patient? Le prix a été fixé par le législateur, donc par l'État, en discussion avec le laboratoire pharmaceutique. Il y a des négociations qui sont faites. Les médecins ne sont pas du tout présents dans ces négociations. Et le prix est fixé par le législateur. Donc, le médecin, son rôle est de respecter la bonne indication des médicaments et de réévaluer si ce médicament est efficace ou non. S'il n'est pas efficace, ça ne sert à rien de le continuer et il faut réfléchir à un autre médicament. Donc, pourquoi c'est si cher? Eh ben, c'est pas trop, à la limite, la discussion. Et il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu dans les négociations de prix que je pense qu'il vaut mieux pas trop les aborder ici, ce n'est pas la peine. Ok. Je pense on arrive au bout de l'heure du webinaire. Je crois que c'est bien, on a discuté pas mal de choses. Christine nous a beaucoup manqué, mais tu as été, exceptionnel, Dorian, comme d'habitude, hein, franchement. Une Je vais maîtrise rougir de dans mon mur. l'animation. Pardon? Je vais rougir tel mon mur derrière Non, moi. mais c'est vrai, remarqué. Je te laisse conclure si tu veux bien, Gilles, sur ce webinaire de rentrée pour nous. Merci à tous parce que c'était notre webinaire de rentrée. Alors, les webinaires, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années. On a toujours des programmes, on a pas mal d'intervenants. Vous verrez que sur les webinaires qui arrivent, on a des sujets, des intervenants. Comme du coup, je connais pas mal de monde, ça permet d'avoir des intervenants qui sont toujours assez pointus dans le domaine sur lequel ils interviennent. On a la chance d'avoir des patients qui viennent partager également leur expérience au travers de questions où il y a des questions qui sont très pertinentes, mais où on sent également du vécu derrière. Et donc, tout ça, et puis on a des questions qui viennent sur le chat qui sont toujours là aussi, qui sont toujours assez pertinentes. Donc, on est ravis de reprendre cette saison et on vous invite à suivre les invitations mensuelles sur ces webinaires avec des sujets qui ne sont pas toujours autour de l'asthme, mais qui vont aborder la pollution extérieure, qui peuvent, vous voyez, on aura vraiment pas mal de sujets. Voilà. Donc, merci à tous, merci pour ce webinaire. Merci Christine pour ta présence qui a été un tout petit peu insuffisante et on t'espère plus présente la prochaine fois. Et merci Dorian pour ton animation qui a été remarquable. Merci à toi, Gilles. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.